L'adversité, la douleur, l'indigence poussent singulièrement les hommes à l'oubli de leurs devoirs. L'aisance, la force, la santé, la prospérité en général, qui ont une influence contraire, peuvent aussi, à ce qu'il semble, être considérés comme des fins qui sont en même temps des devoirs, de telle sorte que ce serait un devoir pour moi, non seulement, alors dans la vraie vie, vous n'écrivez pas non seulement avec un tiret, mais le tiret est dans le texte, donc je l'ai laissé, non seulement de concourir au bonheur d'autrui, mais aussi de cultiver mon propre bonheur. Mais alors, même, ce n'est pas le bonheur qui est le but, mais la moralité du sujet. Il n'est que le moyen légitime d'écarter les obstacles qui s'opposent à ce but. Aussi personne d'autre n'a-t-il le droit d'exiger de moi le sacrifice de mes fins quand elles ne sont pas immorales. Chercher l'aisance pour elle-même n'est pas directement un devoir, mais s'en peut bien être un, indirectement de détourner de soi la misère, comme une mauvaise conseillère. Mais alors, encore une fois, ce n'est pas mon bonheur, mais ma moralité que je me fais un but et en même temps un devoir de conserver intact. Alors, euh, plusieurs remarques d'ordre général. Ensuite, je vais rentrer dans le détail du texte pour simplement l'explication en pointant du doigt ce qui n'a pas été bien compris. Et ensuite, j'aborderai la question des enjeux, des problèmes que soulève le texte. Donc, dans cet ordre-là. Euh, Globalement, euh, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est la persistance de certains contresens, alors qu'il me semble que le texte est vraiment clair de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de copies qui ont suggéré qu'agir moralement permettait de conduire au bonheur, alors que c'est précisément l'inverse qui est en jeu dans le texte. Kant se demande si la recherche du bonheur ne peut pas être un devoir, dans la mesure où la recherche du bonheur me conduirait à agir moralement. Donc ce n'est pas le bonheur qui est le but de la morale, mais bien plutôt l'inverse. Être heureux permettrait de, dans une certaine mesure, et là quand je rentrerai dans le détail du texte, permettrait d'agir moralement. Le deuxième point que j'ai déjà abordé en off, si j'ose dire, c'est que il y a beaucoup de copies qui ne... alors, soit qui s'attachent à des connecteurs logiques et qui font une analyse grammaticale du texte en disant ah mais si il dit mais alors même c'est qu'il s'adresse une objection, si il dit mais alors c'est qu'il s'adresse encore une objection, et donc il se contredit tout le temps. En fait, là, je ne sais pas ce qu'on vous a appris en français, mais vous vous focalisez trop sur les connecteurs logiques. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'importance, mais ça ne veut pas dire attention, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui précède et donc je me contredis. Non, non, non. Kant, si vous voulez, n'est pas complètement fou. Il ne se contredit pas. En fait, va développer une même idée pendant tout le texte. Autre contresens qui m'a surpris, euh, vous avez opposé la première partie du texte qui va en fait du début jusqu'à mais aussi de cultiver mon propre bonheur à la suite du texte en disant dans la première partie Kant s'adresse à lui-même une objection à laquelle il répond dans la deuxième partie. Que nenni. C'est-à-dire que Kant ne fait que développer la même idée. On peut dire que la première partie du texte, et même tout ce texte, vient préciser une thèse que Kant a établie auparavant dans la section 5a de l'introduction. Et ça, j'y reviendrai quand je problématiserai le texte avec vous. Mais il est faux de dire que la deuxième partie vient nier la première. Il y a
en gros, il y a quelques copies qui ont très bien saisi ça. Kant, dans la première partie, affirme que la recherche de mon propre bonheur peut constituer un devoir, et dans la deuxième partie, il explique à quelles conditions et quel type de devoir c'est. Ok. Mais c'est pas, il ne s'agit pas de dire que la deuxième partie, la seconde partie, contredit la première. Ok, ça fait partie des... Alors, troisième contresens. Alors, le truc étonnant quand même, hein. Euh, But, fin et devoir, chez Kant, c'est totalement la même chose. Bah non, en fait. Euh, Kant va travailler ici la distinction entre la fin et le devoir, en disant il y a des fins qui sont en même temps des devoirs. Ça veut dire que tous les devoirs sont des et toutes les fins ne sont pas des devoirs, forcément. Ok. Et ça permettait de bien comprendre le sens du texte, de faire cette distinction. Alors, euh, autre contresens assez... Bon, alors pour le coup, celui-là, je vous le pardonne, parce que c'est effectivement difficile de bien saisir ce que veut dire Kant ici. Autre contresens que vous faites, Kant exige de nous, en toutes circonstances, que nous nous comportions moralement et que nous soyons prêts à sacrifier notre bonheur. Kant ne dit pas cela. Et en fait, il faut même comprendre une des phrases centrales du texte. Ainsi, personne d'autre n'a-t-il le droit d'exiger de moi le sacrifice de mes fins quand elles ne sont pas immorales. Il faut comprendre cette phrase plutôt dans le sens de la modération kantienne. Autrement dit, tant que je cherche mon bonheur sans être immoral, ça ne veut pas dire en étant moral, mais sans être immoral. Eh bien, personne n'a le droit de m'empêcher d'agir. Personne n'a le droit de m'empêcher d'agir tant que les moyens par lesquels je cherche mon bonheur ne sont pas manifestement immoraux. Donc Kant, si vous voulez, c'est pas le père Fouettard qui arrive avec son martinet pour vous dire bande de petits, de petits êtres intéressés que vous êtes par votre petite personne, vous cherchez à être heureux alors que franchement vous devriez être des saints et je comprends pas que vous le soyez pas déjà tous. Non, non. Kant nous dit, écoutez, étant donné que, les êtres humains sont comme ils sont, il faut bien se résigner au fait que on doit laisser les gens chercher à être heureux à leur manière, tant que ils n'agissent pas de manière immorale. Et dans ce cas-là, ce que dit Kant en plus, c'est que quand ils cherchent le bonheur par des voies immorales, tout ce qu'on a à faire, c'est ne pas les assister. C'est-à-dire, en gros, vous avez, je ne sais pas moi, quelqu'un de très immoral, le marquis de Sade qui vient vous voir en disant ah, pour être vraiment heureux, il faudrait que tu me donnes ta fille pour des activités extracurriculaires. Et donc, en fait, bien se comporter pour Kant, ça va même pas jusqu'à le dénoncer aux autorités, encore que dans la doctrine du droit, ce serait plutôt ce qui se passerait, mais dans la doctrine de la vertu, ça consisterait simplement à dire non, en fait, je ne vais pas te donner ma fille. Ça serait simplement ne pas lui prêter assistance lorsque une personne vicieuse cherche par tous les moyens à parvenir au bonheur, par les moyens qui sont les siens. Alors, ouais, donc il n'y a pas enfin, là aussi, on avait fait un petit cours là-dessus, mais il n'y a pas de... Le bonheur, si vous voulez, c'est pas... et c'est ça qui est moderne chez Kant, c'est ça la grande rupture avec l'Antiquité, c'est que Kant ne pense pas que un, un homme méchant ou une femme méchante ne puisse pas être heureux. On peut être le dernier des salauds et être heureux, ok? Chez Kant, chez Kant. Chez Platon et Aristote, évidemment que ce n'est pas le cas, mais les mentalités ne sont pas les mêmes. Évidemment qu'il y a des gens méchants qui sont, en tout cas des gens vicieux qui sont heureux. Et il ne s'agit pas de dire que seule la morale nous permet véritablement d'être heureux. C'est même plutôt le contraire que Kant affirme. Alors voilà les grands contresens qui ont été faits sur le texte.
Maintenant, j'entre dans le détail du texte. Et je vais enchaîner des remarques de manière linéaire. Donc, l'adversité, la douleur, l'indigence poussent singulièrement les hommes à l'oubli de leurs devoirs. L'aisance, la force, la santé, la prospérité en général, qui ont une influence contraire, peuvent aussi, à ce qu'il semble, être considérés comme des fins qui sont en même temps des devoirs. De telle sorte que ce serait un devoir pour moi non seulement de concourir au bonheur d'autrui, mais aussi de cultiver mon propre bonheur. Alors, ce qu'il fallait faire, évidemment, et ça vous avez essayé de le faire, je porte ça à votre crédit, vous avez essayé de déterminer ce que c'était que, comme genre de choses. L'adversité, la douleur, l'indigence d'une part, l'aisance, la force, la santé, la prospérité d'autre part. Euh, ça n'a pas toujours été réussi. C'est-à-dire que vous m'avez dit que parfois que c'était des vertus, parfois que c'était le bonheur. Et à mon avis, ce que c'est, très clairement, ce sont des états qui servent de moyens pour parvenir à être heureux. Autrement dit, ce qu'il faut penser ici, c'est que l'adversité, la douleur, l'indigence, tout ça ne sont pas directement des vices. L'aisance, la force, la santé, la prospérité ne sont pas directement des vertus, mais ce sont des états qui vont contribuer d'une certaine manière, il va falloir expliquer de quelle manière ça se passe, qui contribuent d'une certaine manière au vice ou à la vertu. Ok. On pourrait voir ça comme, en fait, des courants, des tendances, ce que Kant appelle dans la fondation de la métaphysique des mœurs, des inclinations. Ah oui, il faudra que je reparle de la copie de Fabien à ce propos. Ce sont des inclinations qui nous disposent d'une certaine manière à l'égard de notre devoir. Il y a quelque chose qui n'a pas été bien expliqué. Il faut. Vous vous rappelez quand j'ai fait le petit cours sur Bourdieu et j'ai parlé de champ social? Ok. Qu'est-ce que c'est qu'un champ sémantique? Un champ sémantique, ce n'est pas une liste de vocabulaire qui appartient à peu près à la même famille. Un champ sémantique, c'est quand un écrivain cherche à produire des effets d'attraction sémantique. C'est-à-dire, en filant par exemple une métaphore, on se rend compte que un mot qui serait complètement anodin s'il était seul, va prendre une signification parce qu'il est relié à d'autres mots par la sémantique. Okay. Et là, poussée, influence contraire, c'est le champ sémantique de quoi? C'est le champ sémantique de quoi? Bah, du courant. C'est le champ sémantique, on pourrait dire, de la mécanique des fluides. Il s'agit de dire qu'il y a des états qui vont vous pousser comme un courant dans un sens et un autre état qui va vous pousser comme un courant dans un autre sens. C'est ça le champ sémantique. Le champ sémantique, il y a des... Voilà, je vous pousse à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bah, je vais pas dire. Alors là, c'est le champ sémantique de l'attraction, de la gravitation ou du courant. Mais en revanche, je vous pousse à suivre le courant, etc., etc. Là, il y a un champ sémantique. Okay. Alors, il fallait expliquer ça. Il fallait voir cela. Et il fallait voir quelle était, au fond, la grande difficulté que ça posait. Pourquoi? Parce que Kant, c'est quelqu'un qui pense que, à la grande différence, alors c'est quand même une grande différence par rapport à Burke, très clairement, par rapport à Aristote aussi. Kant pense que nous agissons par devoir d'une manière qui est totalement libre. D'une manière qui est totalement libre. Ok. Que suggère le vocabulaire de l'influence, du courant, de la poussée? Qu'est-ce que ça suggère? Je vous pose la question. Qu'est-ce que ça suggère? Ouais? Non, pas tout à fait. Pas plus qu'une obligation, justement.
L'obligation, c'est, il y a la loi morale qui est en moi et le sentiment du respect plus la raison vont, me pousser, alors vont pas me pousser justement, mais vont faire que je suis obligé, d'agir. Mais je peux, parce que je suis libre, ne pas agir moralement. Mais le vocabulaire de la poussée, le vocabulaire de l'influence, c'est pas l'obligation, c'est plutôt le vocabulaire qu'on trouve chez Hobbes, c'est-à-dire le vocabulaire du déterminisme, le vocabulaire de la contrainte. Et ça pose problème d'un point de vue kantien. Ça pose évidemment problème d'un point de vue kantien. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que nous n'agissons pas par respect, seulement par pur respect pour le devoir, mais parce que nous sommes en bonne santé, parce que nous avons suffisamment d'argent, parce que c'est quoi l'autre? Voilà, la santé, la force, voilà, la prospérité. Autrement dit, ce que nous dit Kant, ce que suggère Kant, et ça pose un énorme problème. Ce que suggère Kant, c'est que il y a des déterminants psychologiques qui nous poussent à agir moralement ou pas. Gros problème. Pourquoi? Parce que Kant nous a dit dans la fondation de la métaphysique des mœurs, agir par devoir, c'est agir par pur respect de la loi morale qui est en nous, sans aucune inclination, sans céder à aucune inclination, c'est-à-dire sans céder à aucune influence, sans céder à aucune poussée extérieure. Donc gros problème ici. Et s'il faut parler de contradiction, alors ne parlez jamais de contradiction, parlez plutôt de tension. Mais il y a une tension dans l'œuvre de Kant ici. En tout cas, il y a une nuance qui semble vraiment devoir nous faire relire la fondation de la métaphysique des mœurs avec beaucoup de prudence, avec des lunettes nouvelles. Kant nous dit que les sentiments, ou en tout cas les sentiments qui proviennent de certains états, est-ce que je suis suffisamment riche pour me sentir bien? Est-ce que je suis en suffisamment bonne santé pour me sentir bien? Est-ce que je suis suffisamment voilà, heureux pour être bien disposé à agir, pour être disposé à agir moralement? C'est ça l'enjeu du texte. Okay, donc Fabien avait un petit peu dans sa copie, c'est l'erreur mais voilà, qui est pardonnable parce qu'elle est maligne. Euh, L'erreur qu'a fait Fabien, c'est de dire, en fait, de mettre tous les sentiments dans le même sac, alors que Kant, justement, il distingue très très bien, très nettement le respect, qui est en fait un sentiment, c'est ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire c'est un phénomène unique. C'est un sentiment qui est produit par la volonté, alors que tous les autres sentiments sont produits par, pathologiquement, si vous voulez, par notre sensibilité. C'est un petit peu comme le bonheur qui est un truc unique en son genre, parce que c'est un idéal de l'imagination et pas de la raison, et un concept en même temps. Et bah, le respect, c'est un sentiment qui est unique en son genre. C'est pas l'amour, c'est pas la joie, c'est pas la crainte, c'est un sentiment qu'on produit soi-même et qui n'est pas produit de l'extérieur par qui n'est pas imprimé en nous par un objet extérieur sur notre sensibilité. Ok. Donc ici, clairement, l'enjeu, c'était ça, c'est en fait, il faut quand même être à peu près bien dans sa vie pour être disposé à agir moralement. Si on est malheureux, si on est en mauvaise santé, si on est extraordinairement pauvre, il va être très très difficile d'entendre la voix de la raison, hein, littéralement, c'est-à-dire la voix du devoir. Ok. Comment comprendre en fait cela? Moi, je pense que il faut quand même garder. Enfin, il est évident que Kant ne se contredit pas là. Il va falloir rendre compte de cela. Et c'est ça vraiment le travail d'explication. En fait, il faudrait comprendre la pauvreté, la mauvaise santé, toutes les horreurs qui peuvent nous arriver comme un bruit, comme un brouhaha qui va recouvrir la voie de la raison. Ok. Donc, lorsque j'ai vraiment faim
lorsque j'ai vraiment froid, lorsque j'ai vraiment peur, mes affects vont étouffer la voix de la raison. Je pense que c'est relativement compréhensible. Alors que quand je suis bien dans ma vie, je vais être attentif au devoir parce que je vais pouvoir l'entendre. Ok? Ça va ça? Ok. Il y a un. Alors, je fais une analogie qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a un grand médecin français qui va vraiment fonder la médecine contemporaine qui s'appelle Bichat, qui dit que la santé, c'est le silence des organes. En fait, quand on est en bonne santé, c'est que il se passe rien dans notre corps, euh, on n'a pas mal, on ne, franchement, notre corps ne nous dit rien, et c'est ça la santé. Alors, on peut ne pas être d'accord avec cette conception, mais c'est un petit peu ce que dit Kant. Kant nous dit la santé, la prospérité, c'est ce silence qui nous permet d'entendre la voix de la raison, qui nous permet d'agir moralement par la suite. Okay. Si mon corps crie, si ma sensibilité hurle, je ne peux pas entendre la voix de la raison. Donc ce qui est en jeu ici, si on creuse bien, c'est un conflit des facultés. Il faut que ma sensibilité soit relativement peinarde, il faut qu'elle soit relativement en paix, pour qu'elle n'étouffe pas, pour qu'elle ne noie pas la raison. Ok. Alors, le petit souci quand même, c'est que quand dans la section 5A, que je vous avais vivement enjointe à lire, c'est que Kant nous a dit juste avant que mon bonheur perso, ne pouvait pas constituer pour moi un devoir, pour deux grandes raisons. Primo, le devoir, agir par devoir, c'est agir de manière désintéressée. Et quand j'agis pour mon propre bonheur, j'agis de manière. Quand j'agis pour mon propre bonheur, j'agis de manière intéressée. Bah oui, ça m'intéresse, si vous voulez, d'être heureux. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un intérêt? C'est que je préfère une chose à une autre. C'est ça l'intérêt. Et ben, je préfère être heureux que le contraire, en fait. Donc ça peut pas constituer, mon bonheur personnel ne peut pas constituer un devoir, en tout cas pas un devoir, et c'est ça l'objet de la deuxième partie du texte, pas un devoir comme les autres, pas un devoir au même titre que les autres devoirs, primo. Et segundo, pourquoi mon propre bonheur ne peut pas constituer un devoir? C'est que personne ne peut me forcer à être heureux, c'est quelque chose que je veux déjà. Hein. Si ma grande passion dans la vie, c'est comme apparemment, alors c'était une fake news, mais tellement géniale que on va faire comme si c'était vrai. Si ma grande passion dans la vie, c'est de regarder l'intégrale des films Star Wars en agitant un sabre laser comme Leonardo DiCaprio, si vous voulez, personne ne peut m'obliger à le faire parce que je voudrais déjà le faire. Bah, c'est pareil pour le bonheur. Si je veux déjà être heureux, personne ne peut m'obliger à l'être, je le veux déjà. Donc, l'obligation morale, c'est ce pli de la volonté qui fait que je vais agir volontairement, mais contre mes désirs. Distinction entre volonté et désir, quand j'obéis à mon devoir, quand j'agis par devoir, je le fais volontairement, c'est-à-dire que personne ne me met un flingue sur la tempe pour ne pas mentir, pour ne pas voler, en tout cas c'est la thèse de Kant, hein, ça se discute, pour ne pas voilà, me comporter de manière vicieuse, je le fais volontairement, même si ça va à l'encontre de mon amour-propre, si ça va à l'encontre de mon bonheur immédiat. Ok. Donc là, l'enjeu, si vous voulez, qui va se dessiner, ça fait la transition avec la deuxième partie, c'est que Kant affirme ici, et il va falloir comprendre pourquoi c'est le cœur du problème, Kant affirme ici que c'est non seulement un devoir pour moi d'essayer de contribuer au bonheur d'autrui, alors il l'avait dit déjà,
tant que le bonheur d'autrui n'est pas totalement vicieux, tant que le bonheur d'autrui n'est pas totalement immoral, ok, ça on l'a vu, mais Kant va dire quelque chose de vraiment étonnant là, mon propre bonheur peut constituer pour moi un devoir. Mon propre bonheur peut constituer pour moi un devoir. Alors, il y a ici, dans la deuxième partie du texte, toute une réflexion sur l'articulation entre le moyen, la fin, et c'est assez compliqué. Ça, je vous avoue que essayer d'expliquer ça, ça vous mettait vraiment minimum à 12. Minimum à 12. Que nous dit Kant? Kant nous dit qu'il faut distinguer les fins qui ne sont que des fins, qui ne sont que des buts dans notre vie, nous avons des buts, et les fins qui sont en même temps des devoirs. Dans la vie, dormir est une fin. Tout est une fin en fait. Tous mes buts, tous les buts de mes actions sont des fins. Ok. Il y a des fins qui sont des fins en soi. C'est-à-dire que je dors pour ne pas être fatigué. Mais je ne dors pas pour dormir. Ou alors je suis Oblomov, si vous voulez, c'est le gros russe qui considère que le bonheur, c'est de ronquer sur un canapé avec un gros chat sur les genoux, qui dit, bah oui, effectivement, c'est ça le bonheur, c'est de pioncer jusqu'à ce que la mort arrive. Ok. Mais globalement, on ne dort pas pour dormir, on dort pour agir par la suite. Je ne mange pas, c'est mon côté avare, je ne vis pas pour manger, mais je mange pour vivre. Ok. Donc il y a des fins qui ne sont pas des fins en soi, mais qui sont en réalité des moyens déguisés. Et puis, il y a des fins en soi. Est-ce que le bonheur est une fin en soi? Est-ce que le bonheur est une fin en soi? Oui! Bah oui, le bonheur est une fin en soi. Je veux être heureux parce que je veux être heureux. C'est une fin en soi. Mais, et c'est là que c'était compliqué, Kant nous dit, ça n'est pas une fin en soi si nous voulons être moraux. Si nous voulons être moraux, autrement dit, si nous voulons avoir une vie sainte, le bonheur n'est plus une fin en soi. Donc, pour l'individu lambda, si vous voulez, euh, voilà, les petits mecs et les petites meufs que nous sommes, le bonheur est évidemment une fin en soi. Pour les saints, le bonheur n'est pas une fin en soi. Il faut bien comprendre ça. Quand nous voulons agir moralement, le bonheur est le moyen légitime par lequel nous pouvons nous dire que nous serons disposés à agir moralement. Autrement dit, c'est effectivement seulement un moyen à ce moment-là. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il y a un léger problème, c'est qu'un devoir ne peut pas être un moyen. Un devoir ne peut pas être un moyen. Ok. Et là, c'est là que ça devient vraiment compliqué. Alors, ça va bientôt sonner, donc on va reprendre ça tout à l'heure, mais je veux bien, enfin, vraiment essayer de garder ça en tête. C'est qu'il va y avoir une articulation complexe entre moyen, fin et devoir.